Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Emmanuel Macron est à Strasbourg aujourd'hui pour célébrer les 70 ans du Conseil de l'Europe. Ce sera l'occasion de revenir sur cette institution basée à Strasbourg depuis 1949. Et puis, saviez-vous que vos cheveux peuvent être recyclés et notamment servir en cas de marée noire? Nous sommes allés à la rencontre d'une coiffeuse strasbourgeoise engagée dans la démarche. Le président de la République Emmanuel Macron est donc en visite à Strasbourg aujourd'hui. Il est actuellement au théâtre du Maillon en Wacken pour son inauguration, avant de rejoindre la préfecture où il remettra les insignes de la Légion d'honneur à 2 héros des attentats du 11 décembre. Mais avant cela, c'est au Conseil de l'Europe qu'il a consacré son début de journée pour célébrer les 70 ans de la plus ancienne des organisations européennes. Il s'est rendu au Palais de l'Europe en fin de matinée où il a prononcé un premier discours avant de gagner la place Broglie, car c'est à l'Opéra à 15h qu'ont débuté les cérémonies officielles, en présence, vous le voyez également, du maire de Strasbourg, Roland Ries, et de personnalités politiques européennes comme Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, ou Felipe González, ancien Premier ministre espagnol. L'Orchestre philharmonique de Strasbourg a joué l'hymne européen, et je vous propose d'écouter tout de suite quelques mots du discours d'Emmanuel Macron. Ces 70 années ont été 70 années de lutte contre toutes les évidences passées. C'est cela ce que je retiens. Celle du geste inaugural à Strasbourg de décider, à 10 au début, non seulement de se réconcilier, mais de bâtir le droit à venir et la défense de l'état de droit, de nos valeurs. Puis la construction d'un espace politique et juridique inédit, donnant progressivement la possibilité pour chaque citoyen d'avoir ce droit de recours et acceptant, dans le continent même qui avait pensé la souveraineté du peuple et la correspondance entre celui-ci et l'espace juridique, la possibilité de bâtir un droit entre nos 47 États. Mais le Conseil de l'Europe, c'est quoi exactement? On le confond souvent avec l'Union européenne, son drapeau est le même, son nom est proche, même son siège à Strasbourg est voisin du Parlement. Pourtant, Conseil de l'Europe et Union européenne sont deux institutions indépendantes l'une de l'autre. On vous aide à y voir plus clair. C'est à Strasbourg que tout a démarré. À l'été 1949 s'y tient la première réunion du Conseil de l'Europe au Palais universitaire. Plus ancienne organisation européenne, le Conseil regroupe aujourd'hui 47 États membres et représente plus de 830 millions d'habitants. Sa mission principale ? Veiller au respect de la démocratie et des droits de l'homme. Ses outils ? Des conventions internationales et la Convention européenne des droits de l'homme. Ses organes ? Le Comité des ministres et une assemblée parlementaire. S'il n'a pas de réel pouvoir politique, le Conseil dispose aussi d'une institution juridique avec la Cour européenne des droits de l'homme que chaque citoyen peut saisir. Son siège est toujours à Strasbourg et environ 2000 personnes y travaillent. Et dans le reste de l'actualité, fertiliseurs, isolants, filtres à hydrocarbures, engrais organiques répulsifs dans les champs, le cheveu a 1001 façons d'être réutilisé. L'association Les Coiffeurs Justes, née en 2015 en Provence, propose aux professionnels de récupérer cette matière première. Alors quelle vie pour nos cheveux une fois coupés? C'est un reportage de Cécile Motz. Alors, je vous écoute. Parlez-moi de vos cheveux. Dites-moi, à quel niveau ça vous dérange le plus? Vraiment le poids. Le poids, la longueur. La longueur est un petit... Et on revoit un peu le gradué. C'est ça? C'est le lot quotidien des coiffeurs. Après la coupe, il faut balayer les chutes de cheveux. Mais ensuite, que deviennent-ils? À Strasbourg, au salon d'Agnès, en plus de leurs ciseaux, les coiffeurs ont aussi un sac à cheveux. Une fois plein, il est envoyé à l'association Les Coiffeurs Justes. Le défi, leur donner une deuxième vie. Un engagement en accord avec les convictions écologiques d'Agnès. Vous voyez, votre cheveu ne va plus être jeté à la poubelle, il va être récupéré et il va servir à l'écologie. C'est parfait. Parfait.
On donnait déjà, nous, nos cheveux à des paysans depuis plus de 20 ans. Alors, ils sont servis pour faire fuir les nuisibles, donc les taupes, les mulots. Le cheveu est une superbe matière, que ce soit au niveau du bâtiment pour faire des isolants thermiques, pour des engrais et surtout voilà, pour les marées noires et les hydrocarbures qui malheureusement sont trop présentes dans les océans. Donc voilà, j'ai trouvé cette démarche vraiment extraordinaire et je me suis dit, ça c'est encore une démarche à ajouter à nos concepts. Ici, même les tubes de coloration sont récupérés par une société, des démarches qui interpellent la clientèle. Moi, je fais des démarches tous les jours dans mon intérieur, tout ça. Je mets la main à la pâte, pour dire. Et en plus, chez le coiffeur, je trouve ça génial. Que des cheveux d'une matière aussi simple puissent avoir une telle efficacité, après, c'est formidable. Que zéro déchet, c'est une réalité, hein, et pour d'autres secteurs, hein, pas uniquement pour le cheveu. Donc c'est très bien, je trouve que c'est une bonne initiative, et en plus qui devrait se développer chez tous les coiffeurs. Je contribue modestement, vu ma coupe à madame, je pense que ce serait plus intéressant. Et même les mèches les plus courtes peuvent servir. Utilisées comme filtre par l'association, elles créent des boudins antipolluants placés dans les cours d'eau. À noter que 1 kg de cheveux peut absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures, comme le pétrole. Une jeune illustratrice du Haut-Rhin sort son premier livre en tant qu'auteur. Son titre féminin, Malher. Elle y raconte la naissance prématurée de sa fille. Marine Zis l'a rencontrée. Anne Malher est enceinte de 7 mois lorsqu'elle ne sent plus bouger sa fille dans son ventre. S'ensuit une césarienne en urgence et 6 semaines de soins intensifs à l'hôpital. Durant cette période, elle est loin d'imaginer qu'elle retracera tout ce parcours dans un livre, même si elle avait toujours un stylo à portée de main. Pendant ma grossesse, j'avais un petit carnet, de temps en temps je notais des petites choses, rarement, mais de temps en temps avec des petits dessins. Et quand on est arrivé à l'hôpital et qu'on a su que sa vie était en danger, qu'elle allait peut-être pas survivre, que ça allait être vraiment très grave, normalement ça aurait dû être très grave, j'ai commencé à prendre ce carnet et à faire un carnet de gratitude, c'est-à-dire que tous les jours, je notais en fait toutes les choses positives de la journée, même les journées où elle était quasi mourante, j'essayais de trouver des petites choses positives pour un peu tenir le coup, quoi. C'est seulement quelques mois après le retour à la maison qu'elle esquisse les premiers croquis du livre en s'aidant de ce carnet de grossesse. J'ai voulu en fait lui écrire et lui illustrer son histoire pour que plus tard on n'oublie rien et qu'elle sache en fait un peu ce qui s'est passé et d'où elle vient. Un soir, Anne Malher partage quelques pages sur les réseaux sociaux et les retours sont très positifs, à tel point qu'elle décide de lancer un financement participatif. 500 personnes précommandent le livre alors qu'il n'existe même pas. Aujourd'hui, elle dédicace ses ouvrages destinés aux contributeurs. Sans eux, c'est sûr que j'aurais pas fait le livre. Parce que je cherche un éditeur à la base et j'en ai pas trouvé. Et moi, sans éditeur, il n'y avait pas d'intérêt que j'édite toute seule. C'est super compliqué, c'est carrément un métier à part. Et moi, je gère pas du tout ce métier-là. Du coup, c'était grâce aux contributeurs et aussi grâce aux médecins, en fait, des pédiatres qui m'ont montré leur intérêt pour le projet, pour utiliser le livre en fait dans les services de néonat avec les parents. Et ça m'a boosté. J'ai vu en fait un intérêt autre que pour nous en fait personnellement. Donc ça m'a vraiment aidé à aller au bout du projet. Agathe, la fille d'Anne Malher, a désormais 18 mois et se porte beaucoup mieux. D'ici quelques années, elle pourra lire les 272 pages dont elle est le personnage principal. Et le livre sera disponible à partir du 8 octobre en ligne ou chez votre libraire en passant commande. Et Anne Malher sera en dédicace à Bissheim le 19 octobre. Et puis on finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. Voilà à quoi ressemblait notre porte d'entrée hier matin et la voilà hier soir. Et voilà ce qui s'est passé entre-temps. Un courageux activiste des réseaux sociaux a découpé au cutter le logo du Grand Est. Acte stupide car le Grand Est n'a jamais remis en question son soutien à notre chaîne dont le slogan est pourtant la seule chaîne 100% alsacienne. Acte d'autant plus stupide que notre vidéosurveillance a aisément permis de l'identifier et qu'une plainte a été bien sûr déposée.